l'objectif de ce premier chapitre, c'est de définir tout d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas Google Earth Engine, de définir un petit peu l'utilité et surtout l'historique de création de cette plateforme. Comment l'utiliser, quels sont les différents types de données qu'on peut injecter à l'intérieur de cette plateforme. On va parler aussi sur les fonctionnalités clés de l'utilisation de Google Earth Engine et surtout une comparaison parce que même Google Earth Engine, c'est un système d'information géographique. On peut les considérer comme un système d'information géographique qui nous aide à produire de l'information. Donc, on va essayer de voir quels sont les points forts et les points faibles de cette plateforme par rapport à notre système d'information géographique. Donc, durant la période d'introduction, donc nous avons déjà donné quelques définitions à Google Earth Engine. Donc, Google Earth Engine, donc c'est une plateforme, c'est une application qui vient avec la série d'applications qui ont été créées par Google et dont une idée de avancer ou d'accélérer la recherche scientifique, Google a décidé de mettre en place cette solution qui s'appelle Google Earth Engine. Donc, c'est une solution gratuite, c'est une solution que vous pouvez l'utiliser gratuitement. Elle est basée sur un système cloud. Donc, derrière cette application, cette interface qu'on est en train d'utiliser pour communiquer avec une base de données énorme de données, cette base de données, elle est partagée dans un cloud avec plusieurs couches de données. Et ce sont des couches de données qu'on peut l'importer, qu'on peut les interroger à travers un script. Donc, ce script qu'on peut créer et qui est basé sur JavaScript, on peut afficher des données, collecter de l'information, faire des traitements, faire des prédictions, faire des analyses statistiques, faire de la cartographie et surtout faire des prédictions pour des phénomènes. C'est important de l'utiliser pour les gens qui font des analyses de risque. Donc, vu que nous avons des accès vers ces images, ces bases de données qui sont des bases de données multi-échelles et que ce sont des données qui présentent le monde entier, on peut analyser les changements, on peut analyser ces données. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que vous avez une interface qui communique avec une base de données derrière. Cette base de données derrière, elle est composée des images satellitaires à multiples échelles. Et comme vous connaissez, à travers ces images satellitaires, on peut faire tous les différents types de traitements d'images. On peut faire des classifications, on peut faire des changements, des études de changement, on peut utiliser l'IA pour extraire et reconnaître les objets. On peut aussi faire les indices, tous les types d'indices, les formules de calcul, de génération d'indices, on peut l'utiliser et on peut représenter ces données. En parallèle aussi, il y a la production d'applications. Donc, à travers Google Earth Engine, si vous avez fait un exemple d'application, de traitement, d'un ensemble de workflows que vous avez appliqué à travers un script, vous pouvez donner cette solution, de le partager avec vos décideurs, avec vos participants dans un espace collaboratif pour que les autres utilisent cette solution. Donc, Google Search Engine, c'est un système qui vous aide à exploiter une base de données énorme de données satellitaires. Donc, quels sont les différents types de données qu'on peut exploiter? Donc, derrière, vous avez plusieurs types de données. Vous avez des données satellitaires, vous avez des données vecteurs. L'avantage, c'est que là, la base de données, tous les types de bases de données, ce sont des bases de données spatialisées et projetées. Donc, ça veut dire que ce sont des bases de données déjà existantes, projetées, superposées, structurées dans un cycle. Ce que vous pouvez faire, c'est juste appeler ces images, superposer vos données. Si vous avez vos données soit shapefile, soit SSV, soit XL, et vous pouvez la reprojeter, vous pouvez les superposer sur ces données pour faire des analyses. On peut faire des clips, on peut faire des calculs zonal, on peut faire ce qu'on veut avec ces données. Pourquoi? Parce que ce sont des données déjà projetées et bien sûr, se sont projetées dans un référentiel mondial, dans un référentiel géographique mondial sur laquelle
Pourquoi? Parce que c'est un système mondial, donc il adopte WGS 84 pour la superposition et l'utilisation de ces données. Bien sûr, des fois, parmi les erreurs qu'on peut avoir lorsqu'on manipule nos propres données, c'est ce problème de projection. Donc, Google Earth Engine, c'est un système qui est basé sur géographique. Donc, si vous voulez injecter vos propres données, si vous avez des données routières, ou des données OpenStreetMap, ou des données qui délimitent votre zone, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprojeter ces données avant de l'utiliser dans Google Earth Engine. Donc, si on peut citer un petit peu l'historique de création de Google Earth Engine, bien sûr, ils ont déjà eu l'occasion de commencer à interagir avec les utilisateurs scientifiques en 2008 pour développer cette idée. Et entre 2008 jusqu'à 2010, ils ont fait le lancement en 2010. Donc cette période-là, c'était juste une période de réflexion pour voir le besoin exact. Après, après 2010, ils ont essayé de collecter la donnée, compléter la base de données de Google. Donc Google, il a fait des partenariats avec des overviews, avec des autres fournisseurs de données pour qu'ils puissent enrichir sa base de données. Donc jusqu'à 2015, donc 2015, ils ont commencé à ouvrir cette plateforme pour le public. Actuellement, bien sûr, Google Earth Engine, donc il est opérationnel, mais toujours, à chaque fois, il y a des mises à jour en termes d'interface, en termes de fonctionnalité et surtout en termes de code. Parce que Google Earth Engine, il est basé sur des API qui font l'interaction avec les données en termes d'outils, en termes de statistiques, en termes de fonctionnalité, d'extraction et d'analyse. Les différentes mises à jour qui s'appliquent sur Google Earth Engine sont focalisées sur les fonctions d'analyse. Et c'est pour cela, donc, il y a aussi la possibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, la création des applications. Donc, ils ont donné cette possibilité de produire des applications web. Et actuellement, donc, il est très fort en termes d'analyse et il est mature en termes d'analyse basée sur les traitements d'images. Donc, les fonctionnalités clés, bien sûr, derrière, il y a un catalogue de données qui est très riche. Donc, il y a presque 4000 données. Et les différents types de données, donc il y a des données satellitaires, il y a des données publiées et traitées par les experts, il y a aussi des index ou des extraits de données. Il y a aussi quelques données vectorielles que vous pouvez l'utiliser. Donc, les données les plus utilisées en termes de ce catalogue de données géospatiales, on commence par les données Landsat et Sentinel. Donc, actuellement, donc, il y a les données Sentinel qui sont des données de moyenne résolution et qui ont donné cette accélération d'utilisation de Google Earth Engine parce que cette résolution de Sentinel qui peut aller jusqu'à 10 cm, ça nous aide à avoir des cartes à des échelles d'interprétation acceptables. On peut combiner entre les données Landsat pour l'historique parce que Landsat, il date des années 80, 90. Sentinel, c'est des données qui datent de nouvelles générations. Donc, on peut compléter des fois entre Sentinel, Landsat si on veut analyser des historiques un peu basés sur un historique très large. Le deuxième type de données qui sont très utilisées lorsqu'on traite des phénomènes à des échelles plus larges, à des échelles de pays ou à des échelles des continents, c'est les données MODIS. Donc, vous avez aussi l'accès à des données Aqua et Terra qui vous aident aussi à avoir des résolutions jusqu'à 250 mètres. Et l'avantage de MODIS, c'est qu'il y a une rapidité, il y a une résolution temporelle très élevée. Pourquoi? Parce que Sentinel, donc on peut avoir des images chaque 10 jours, selon la région bien sûr, mais moyennement, chaque 10 jours,
on a une nouvelle image. Memo 10, on peut avoir jusqu'à 3 images par jour. Et ça nous donne une idée sur surtout les gens qui traitent des phénomènes de désertification, de sécheresse, des phénomènes basés sur la comparaison et l'évolution des données climatiques. Donc, les données MODIS sont des données très utilisées. Il y a aussi, ce qu'on peut trouver aussi, c'est les données terrain. Donc, les données. Donc, j'ai dit que on est pour les données terrain. Donc, les données terrain disponibles au niveau de la base de données Google Earth, c'est des données qui ont été générées à la base de SRTM, à la base en fait, de plusieurs instruments. Donc, l'instrument sur lequel ils sont basés, c'est SRTM. Il y a un autre instrument qui s'appelle Gtopo, Net. Donc, ce sont des instruments sur lesquels Google il a fait des partenariats pour qu'ils puissent récupérer ces données. Ce sont des données qui nous donnent une idée sur la topographie des territoires. Donc, on peut avoir des données sur le modèle numérique de terrain avec des résolutions jusqu'à 5 mètres, entre 10 mètres et 5 mètres. Il y a aussi des données sur l'ombrage, des données même sur le modèle numérique de surface dans quelques villes. Donc, ce sont des données qui résument la topographie, la variation d'altitude au niveau des territoires. Un autre type de données, c'est les données, bien c'est des résultats des projets. Donc, il y a aussi des projets qui ont été réalisés en partenariat avec Google et sur lesquels on peut l'utiliser dans nos analyses. Par exemple, la carte, le mode d'occupation des sols, de sol qui a été généré dans le Globe Cover, avec Globe Cover, ou bien un mode d'occupation des sols basé sur la classification mondiale. Aussi, ce sont des données vecteurs disponibles. On peut avoir les deux, vecteurs et raster, disponibles au niveau de cette plateforme. Et d'autres instruments atmosphériques. Donc, vous pouvez avoir aussi des données atmosphériques sur les nuages, des données sur les changements climatiques, sur les températures, sur les températures de surface, sur les précipitations. Donc, vous avez aussi des instruments tels que NOAA qui nous donnent des informations sur l'état atmosphérique du globe terrestre. Donc, vous pouvez bien sûr voir le site officiel de Google Earth Engine pour découvrir l'ensemble des catalogues, juste pour avoir une idée sur la masse de données disponibles au niveau de Google Earth Engine. Et ce qui est important, c'est que chaque donnée, vous pouvez trouver derrière le script pour appeler ces données, les commandes Java qui vous aident à appeler ces données et à l'utiliser dans votre script ou votre application. Donc ça, c'est juste une idée pour vous montrer que la base de données Google Earth Engine, c'est une base de données très riche et c'est une base de données qui regroupe des milliers et des milliers de données qui sont concentrées dans plusieurs serveurs cloud et qu'on peut l'utiliser, les consommer à travers cette interface de Google Earth Engine. Donc les fonctionnalités clés de Google Earth Engine, donc il est, comme nous avons dit, il est basé sur un système cloud. Pourquoi cloud? Parce que derrière, il nécessite plusieurs serveurs de traitement, des serveurs de calcul et des serveurs pour interroger ces données. Mais dans le front-end, nous avons juste une seule application de communication avec cette plateforme. Donc, il est caractérisé par un temps de traitement qui est très court. Ça veut dire lorsque vous lancez un script, et on va voir avec le formateur les exemples pour traitement des données. Dès que vous lancez un script, donc vous avez un temps très court pour avoir le résultat qui va être affiché dans votre écran. Et vous pouvez aussi avoir des stockages. Donc, les stockages des données, c'est une architecture cloud. Chaque donnée est stockée dans un serveur
on peut aussi interagir avec ces serveurs et exporter ces résultats dans nos machines. Donc les cas d'utilisation, donc comment, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire avec Google Earth Engine? Donc je vais lancer l'interface de Google Earth. Donc lorsque vous lancez, bien sûr, donc une fois vous avez un compte Google, Gmail simple, vous pouvez rentrer taper Google Earth Engine sur Google et vous allez avoir, bien sûr, le site officiel de Google Earth Engine. Donc, vous avez ici, vous pouvez voir le catalogue de données, donc, voir un petit peu la liste des données qui sont disponibles. Sinon, vous pouvez lancer directement l'application. Donc, lorsque vous voulez découvrir et savoir un petit peu la liste des données disponibles, donc vous avez ici, vous pouvez voir, donc si vous avez un peu fait rien, juste une tour, pour voir un petit peu quelles sont les données qu'on peut consommer à travers cette plateforme. Donc vous avez, donc je peux afficher All Dataset, l'ensemble des données, et vous avez des données liées aux surfaces, température de surface, des données liées au climat, des données liées à l'occupation des sols. Donc vous avez un atlas très riche. Donc vous pouvez ici, si vous avez, donc ici, par exemple, je vais mettre DEM, je peux afficher l'ensemble des données qui ont en relation avec le modèle numérique de terrain. Et on peut avoir jusqu'à des données 5 mètres, 0,5 mètres, bien sûr des données de plusieurs pays. Et on va voir après sur, donc une fois que vous cliquez sur une couche de données, vous pouvez avoir ici le code qui va vous aider à importer ces données, à le consommer dans votre script. Donc ça, c'est juste un exemple de dataset. Mais ce qui est important et ce qu'il faut faire dans cette séance, c'est de créer un compte. Créer un compte Google Earth Engine. Je vais revenir. Donc vous cliquez sur le site. Donc ici, donc cliquez sur connecter et vous pouvez enregistrer. Cliquez sur registre for Earth Engine. Donc les étapes, donc c'est juste entre parenthèses pour les gens qui n'ont pas de compte. Donc il faut que leur montrer comment créer ce compte. Donc les étapes, donc il y a plusieurs étapes de création. Donc la première étape, donc c'est de choisir est-ce que vous voulez utiliser une version payée ou non payée. Donc je vais utiliser version non payée. Quel est votre profil? Donc je vais mettre académique et recherche. Est-ce que vous voulez créer un nouveau projet ou là vous avez déjà un ancien projet? Donc ça dépend. Donc si vous voulez, si vous avez déjà un compte, vous pouvez créer un existing Google Cloud. Sinon, vous pouvez créer une organisation. Donc vous tapez votre nom. Donc vous tapez ici un ID de votre projet. Chaque projet que vous avez créé dans votre organisation, donc il a un ID. Et vous créez votre projet. Donc, parce que le principe de création de Google Earth Engine, il va vous libérer un espace dans le cloud pour dédier à la création de vos analyses et à la création de vos traitements. Donc, une fois vous créez votre projet, donc vous confirmez juste l'utilisation et comme ça, vous pouvez accéder directement à l'interface de création et de manipulation de vos données. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver au niveau de cette interface? Donc, l'interface elle est divisée en 4 parties, 4 volets. Un volet d'affichage en bas, donc c'est un volet d'affichage de vos données, bien sûr. Un volet à gauche qui est un volet qui est divisé en 3 parties. Partie d'affichage de vos scripts. Donc, si vous avez des scripts, donc vous pouvez l'afficher. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai plusieurs scripts là, donc je peux l'afficher. Donc, on va bien sûr, l'objectif principal de la formation, c'est de vous montrer comment on peut créer ces scripts et comment interroger les données à travers le catalogue afin de l'afficher dans les résultats. Il y a ici de la documentation. Chaque script, chaque lien, chaque point au niveau de votre fichier, donc il est basé sur un API Google Earth Engine. Donc vous pouvez cliquer, appeler des scripts, voir la documentation de ces scripts. Et ici, c'est les données. Donc les assets, ce sont les données disponibles. Donc si vous avez par exemple chargé, par exemple moi j'ai chargé ici des données shapefile, donc vous pouvez le mettre dans votre asset. Donc asset, ici par exemple c'est le réseau routier de la ville de Rabat. Donc, je l'ai chargé afin de faire des traitements à la base de ces réseaux-là. Donc voilà, donc ici je peux afficher la description, métadonnées, les données linéaires, les entités, et je peux l'éditer, je peux les manipuler au niveau de l'interface. Donc vous allez découvrir à travers cette formation tous ces volets-là. Et la partie droite, c'est la partie qui vous donne l'historique de vos tâches. Donc ici, vous avez un traitement à faire. L'historique de ces traitements et les différentes erreurs, messages d'erreur, ils vont être affichés dans la partie console. Et le cœur de votre application Google Earth Engine, c'est là le script, la génération de script. Bien sûr, lorsque vous terminez un script, vous pouvez l'exécuter, vous pouvez générer une application, d'accord, selon le cas de votre utilisation. Donc, les domaines d'application de cette solution Google Earth Engine, donc on peut faire bien sûr plusieurs choses. On peut l'utiliser dans le domaine de l'analyse multidate pour répondre à un besoin de déforestation, de désertification, de sécheresse. Donc on peut, à la base d'un historique d'images, on peut les consolider et on peut générer des cartes d'occupation des sols. Donc on peut faire des modèles de prédiction, des modèles d'analyse, des modèles de changement changement entre les dates. Donc on peut faire par exemple des cartes et on peut comparer entre ces cartes. On peut travailler aussi au niveau de la gestion de l'eau pour voir un petit peu comparer, si vous faites un exemple sur lequel nous avons travaillé. Donc, par exemple, on a essayé de voir l'évolution de la surface des barrages. Donc, on voulait savoir le volume, la surface de l'eau au niveau des barrages. Et on a essayé de faire des analyses multidates pour voir les surfaces de l'eau au niveau des barrages. Ça nous donne une idée sur les différentes évolutions de traitement. On peut aussi faire des analyses de l'urbanisation. On peut générer des cartes d'urbanisation pour calculer le taux de l'urbanisation, pour voir les évolutions des villes, pour voir les changements climatiques au niveau des villes. Donc, on peut faire des analyses en relation avec le territoire urbain. Pour l'agriculture aussi, on peut générer à travers l'indice de végétation, à travers les analyses, vu que nous avons une image de très haute résolution des parcelles agricoles, on peut analyser l'état des chlorophylles, on peut analyser l'état
des champs, on peut faire beaucoup d'applications pour au niveau de l'agriculture. Donc, c'est juste pour vous dire que à travers cette base de données et des images satellitaires, chacun comment il voit les applications et chacun comment ils peuvent le traiter, ces applications au niveau au niveau de son champ d'application. Donc, je vais juste terminer le dernier chapitre et on peut voir un exemple d'application sur laquelle nous avons travaillé. Donc, si on fait une comparaison entre le système d'information géographique classique qu'on connaît, ArcGIS ou QGIS et Google Earth Engine, la première comparaison qu'on peut faire, c'est au niveau des accès de données. Au niveau des accès de données, parce que j'en s'excuse parce que le formateur, il n'a pas fait la mise à jour de sa machine et malheureusement, il a été lancé avec le début de la formation. Vous avez de la chance que j'ai commencé un mois de la formation. Jusqu'à ici, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions pour voir. Terminez Ça marche. d'abord. D'accord. Là, vous Donc, êtes vous arrivé. notez vos questions. Donc, j'ai dit que la première comparaison qu'on peut faire, c'est en termes d'accès de données. Au niveau de Google Earth Engine, donc, nous avons une. Donc, nous avons un accès, comme nous avons vu au niveau de catalogue de données, nous avons un accès sur une bibliothèque complète qui a été gérée par Google Earth Engine, par Google, et sur laquelle Google ils font des mises à jour à chaque fois pour enrichir la donnée, pour ajouter d'autres indicateurs et d'autres sources de données. Par contre, sur ArcGIS, ArcGIS aussi, au niveau d'ArcGIS Pro, ils ont essayé de faire un truc similaire à Google Earth Engine, c'est le Living Atlas. Donc aussi, donc si vous utilisez ArcGIS Pro, vous pouvez accéder à ce Living Atlas qui contient aussi d'autres données, d'autres types de données, mais plutôt c'est des données vecteurs, c'est des données qui ont été partagées par les utilisateurs d'Esri dans cet espace d'échange. QGIS, non, QGIS, donc il est basé sur des données sources open. Donc vous pouvez baser généralement sur des données libres sur lesquelles vous pouvez accéder à travers des liens et à travers des connexions. Donc en termes d'accès de données, Google Earth Engine, donc il est très complet par rapport aux autres solutions. En termes de traitement de données, l'inconvénient de ArcGIS Pro ou QGIS, c'est qu'on ne peut pas faire des traitements lourds. On ne peut pas faire des traitements sur des données très volumineux. Pourquoi? Parce qu'on est limité par les configurations de nos machines et sauf si vous travaillez dans le cloud d'ArcGIS Online, dans ce cas-là, mais c'est coûteux. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter des crédits, il faut faire des abonnements pour consommer ces crédits au niveau d'ArcGIS Online. Mais si vous utilisez ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro, bien QGIS, vous êtes limité par la contrainte de votre ordinateur qui va vous bloquer, surtout si vous faites des analyses par des modèles IA ou par des modèles sur un historique de données très volumineux. Donc, la différence, Google Earth Engine, il est puissant en termes de traitement de données. Pourquoi? Parce que les différents scripts ils vont être lancés au niveau de serveur de Google et comme ça, donc on n'est pas limité par la configuration de la machine. L'interface de programmation, on a de connexion, on a de communication. Sur QGIS,
toujours, donc ArcGIS Online, oui. Donc ArcGIS Online, ils ont développé une interface de script basée sur aussi JavaScript et sur laquelle on peut communiquer avec le Bing Atlas. Sur ArcGIS Pro au desktop aussi, on peut pas, on peut utiliser ArcGIS Python, on peut utiliser. Il y a des interfaces simples de développement, de création des scripts, mais toujours, on ne peut pas arriver aux maturités de Google Earth. La collaboration, on peut collaborer. Si vous avez développé votre script, vous pouvez les partager avec les utilisateurs. Vous pouvez avoir un retour ou bien si vous êtes des équipes qui travaillent sur un même script, on peut les partager. Sur ArcGIS Online aussi, on peut partager des scripts, on peut partager des données en mode privé, en mode public, en mode groupe. Mais pour les autres logiciels desktop, donc on ne peut pas partager, on peut pas, c'est très difficile de partager en mode collaboratif. Aussi, la mise à jour des données, donc comme j'ai dit, donc Google, il prend en charge la mise à jour des données, donc ils font des mises à jour régulières sur les données. Pour les QGIS, ArcGIS Online, oui, donc aussi Esri, il prend en charge la mise à jour. Sur QGIS, non, donc ça reste un mode basé, comme j'ai dit, sur des communautés qui partagent la donnée. Si ces communautés font des partages, vous pouvez les récupérer. Sinon, il n'y a pas vraiment un éditeur qui prend en charge et qui prend la responsabilité de mise à jour de ces données.